On est tous ici, c'est un peu mon initiative. J'ai proposé à Panasonic à la sortie du GH4, même à la sortie du GH3 et aussi à la sortie du GH2, je leur avais dit ouais, ça serait pas mal qu'on fasse un truc un peu, où on fasse venir des gens, on leur explique que ces produits sont des produits super, avec lesquels on peut faire des très très belles images et avec lesquels on peut travailler. Et 5 ans plus tard, ils ont accepté. Donc on peut les remercier. On a aussi la chance aujourd'hui d'avoir Uematsu-san, qui est un des géniteurs de la série GH. Il est venu spécialement du Japon, ici, donc j'ai un peu le trac. Voilà. Cette opération est faite en partenariat avec et dans le cadre du festival Paris-Cours-Devant, qui a commencé hier. Je vous invite à aller voir un petit peu le programme et à vous inscrire, à prendre des passes pour aller voir des films. Il y a une programmation assez incroyable, il y a à peu près 240 films, dont 130 en compétition. Il y a des choses assez extraordinaires, assez éclectiques. Voilà. Et on a eu envie, vu que Les Machineurs, qui est une société que j'ai fondée, et Loca Image sont aussi partenaires du festival, d'intégrer cette masterclass à l'intérieur du festival pour proposer aussi un contenu un peu varié par rapport à la programmation. J'ai eu la chance de rencontrer des ingénieurs de chez Panasonic au mois d'avril 2009 au NAB. Le NAB, c'est la grande messe de l'audiovisuel mondial qui a lieu une fois par an au mois d'avril à Las Vegas. Et les ingénieurs de chez Panasonic m'ont invité à venir les rejoindre dans une petite salle tenue secrète, où ils m'ont montré le prototype du GH1. Et alors là, je veux vous dire que j'ai eu un sacré choc. Parce que autant l'image du 5D, elle était assez fascinante par rapport au prix que ça coûtait et par rapport aux possibilités que ça offrait dès le début, dès son arrivée, je m'y suis intéressé. J'étais à cette époque-là en train de tourner avec un 5D à Las Vegas, les premiers reportages que je faisais sur le NAB. Et là, Panasonic me dévoile le GH1. Et tous les trucs qui m'agaçaient dans le 5D étaient déjà corrigés dans le GH1, avec une qualité peut-être moins inférieure au niveau du rendu de l'image. Mais bon, voilà. Que dire de plus? Et en 2010, du coup, un an plus tard, il s'est passé un truc assez extraordinaire. C'était pas en 2010, c'était fin 2009. C'est le début du commencement de cette histoire et qui est un peu la genèse, qui est un peu le déclencheur qui fait qu'on est aujourd'hui ensemble ici. C'est qu'un mois de septembre 2009, au petit matin, très très tôt, il n'était pas tout à fait 8 heures, j'avais passé une nuit blanche à bosser sur un montage, j'ai mon téléphone qui sonne, et là, je décroche, oui, bonjour, vous êtes Emmanuel Pampuri, oui, d'accord, oui, c'est moi, ouais, qu'est-ce que c'est? Je suis Laurent Roussel, je suis le PDG de Panasonic France et je vous appelle parce que j'aimerais vous acheter votre film que vous avez fait avec le GH1 que vous avez mis sur Vimeo. Ah, déconne, c'est qui? C'est quoi cette blague? J'ai tout de suite cru que c'était une blague, en fait, c'était pas du tout une blague. Et le monsieur en question voulait m'acheter mon film de vacances. Donc c'était un petit peu délicat de vendre mon film de vacances, même si j'avais pas trop de problèmes de négocier les droits à l'image avec mes filles et ma compagne. Mais voilà, le début, en tous les cas, de la connexion avec Panasonic, elle s'est passée comme ça. Et au lieu de vendre mon film de vacances, je suis venu intervenir chez eux sur le salon de la photo pour expliquer justement tous les bénéfices qu'on pouvait avoir de travailler avec ce petit boîtier qui était déjà magique à l'époque. Salon de la photo 2009, c'est aussi la date à laquelle j'ai commencé à écrire mon blog et tout ça. Donc un an plus tard, je suis rentré dans un programme de bêta-test. J'ai la chance d'avoir, et l'extrême avantage d'être un des rares privilégiés dans le monde qui a le droit de tripatouiller ces petits joujoux et de partager ces images. Ça, c'est une preuve de confiance et je me sens vraiment privilégié et avantagé de pouvoir faire ce genre de choses avec Panasonic, grâce encore une fois à Uematsu-san qui est ici. Il vient me voir une fois par trimestre, il me montre des choses, on parle ensemble. Et ça, c'est un truc qui est assez unique.
et que j'adore. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai reçu mon GH4 au mois de mars. Donc c'était pas un prototype, c'est ce qu'on appelle un modèle de pré-série, c'est-à-dire que la partie électronique et la partie mécanique sont finalisées, par contre le logiciel n'est pas fini. Donc voilà, je suis venu ici pour vous raconter comment j'ai vécu tous ces mois avec cette caméra assez incroyable. Alors pourquoi je me suis intéressé à cette série GH et qu'est-ce qui m'a attiré? Déjà, ce que j'aime bien à la base sur la série GH, et ce depuis le GH1, c'est le côté vraiment 100% hybride. C'est-à-dire que ce n'est pas un appareil photo sur lequel on a greffé une fonctionnalité vidéo, ce qui est le cas des autres DSLR tels que les Canon 5D, Mark II, Mark III, 7D, et ainsi de suite. Et la même chose chez Nikon. On est sur un produit qui a été conçu dès le départ avec une vraie volonté de satisfaire les besoins d'un photographe et d'un vidéaste. Et si c'est le même bonhomme qui est schizophrène, et ben, du coup, il est content. Donc moi, je suis un bonhomme schizophrène qui aime autant l'image fixe que l'image animée. Et du coup, voilà, j'ai été vraiment séduit à cause de ces caractéristiques-là. C'est un vrai appareil photo. C'est une vraie caméra vidéo. Et la grosse différence, c'est la présence d'un viseur électronique qui, à l'époque du GH1, était certes pas fantastique, mais qui commence à devenir très 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 compétitif par rapport à ce qu'on peut avoir même sur une visée réflexe. J'entends déjà les puristes râler. On pourra en discuter si vous voulez. Donc le viseur électronique, un autofocus qui fonctionne en vidéo, ce qui n'était pas le cas de la concurrence à l'époque. Autofocus à détection de contraste, un écran articulé, ce qui permet de filmer dans des positions pas possibles. Et puis donc ce concept de caméra très compact, très polyvalent, très léger, et qui va permettre aussi de pouvoir connecter une panoplie d'optiques diverses et variées de toutes les marques possibles et imaginables. On rentrera dans les détails aussi un petit peu plus tard. Et donc ce rapport prix-performance et encombrement, poids-encombrement, qui est totalement imbattable. Je vais vous montrer juste à l'échelle une petite photo. Voici à l'échelle deux objectifs qui ont une plage de focale à peu près équivalente. Vous avez d'un côté le 35-100 de chez Panasonic et le 70-200 de chez Canon. Je n'ai pas mis l'ordre de poids, mais ce qu'il faut vous dire, c'est qu'une des choses qui me plaît aussi dans cet écosystème, c'est que c'est 2 fois plus petit, 2 fois plus léger, 2 fois plus léger, et souvent 2 fois moins cher. Par contre, c'est vraiment loin d'être 2 fois moins bon. J'insiste sur cette notion. On va faire un premier petit break en images. Je vais vous présenter un petit film que j'ai fait en 2010. La particularité de ce film, c'est que c'est un film de commande. J'appelle ça une fiction communicante. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu. Il a été pas mal vu sur Internet. Ça s'appelle Flux. C'est un film que j'ai fait pour le Citral. Le Citral, c'est un petit peu comme Keolis ou l'organisme qui gère les bus de la RATP, mais à Lyon, parce qu'à l'époque, j'étais à Lyon. Et à l'époque, le client m'avait confié un budget, et je leur ai dit, voilà, avec ce budget, il y a 2 solutions. Soit je tourne 3 jours avec une grosse caméra, et vous allez être content, parce que vous allez pouvoir montrer à tout le monde qu'on utilise du super gros matos pour faire votre film. Soit avec le même budget, je tourne pendant 5-6 jours avec une toute petite caméra. Et à l'époque, la toute petite caméra, c'était un GH1, et en plus, j'avais un modèle rouge.
portables ont évolué aussi en 4 ans. Donc ce film a été tourné avec un GH1 et à l'époque les particularités, la technologie de base du GH1 c'était quoi? C'était un capteur qui était fait pour enregistrer du 720p à 50 images par seconde dans un codec AVC HD à 17 mégabits seconde. Vous voyez que 4 ans après, projeté ici, on n'est pas sur le système le plus top de projection, le projecteur est au top, c'est un projecteur 4K mais je suis branché en HD depuis le Mac qui est ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça avait déjà un petit peu de la gueule. Il y a un truc qui se passe pour un produit qui valait 1000 balles à l'époque. GH2 est arrivé quasiment 2 ans plus tard, avec un codec, donc un vrai capteur 1080. Il pouvait faire aussi du 24p. Il y a eu une mise à jour qui a permis de faire du 24p, ce qui a été très intéressant pour les gens qui faisaient du cinéma. Je rappelle que le cinéma est toujours, même si on peut faire du 25, du 48 en HFR et ainsi de suite, la base du cinéma est toujours à 24 images par seconde, même en numérique. Le GH3 est arrivé avec un codec encore supérieur, 72 mégabits seconde. On n'a pas parlé du hack. Il y a eu un hack sur le GH1 et le GH2. Il y a un monsieur qui s'appelle Vitali Kesselev qui a, je pense, un peu dynamisé tous ces boîtiers en proposant un enregistrement de très très haute qualité sur le GH2, ce qui a, je pense, aussi influencé l'évolution du produit. Et donc cette année est arrivé au mois de juillet le GH4 avec cette particularité qui est justement l'enregistrement en 4K et la HD jusqu'à 200 mégabits seconde. Pour vous donner un ordre d'idée, le top du top de la caméra chez Panasonic au niveau du broadcast, en AVC intra, qui est le codec ultime, enregistre aussi à 100 mégabits seconde. Donc là, j'avais fait une petite diapo où je disais que voilà, 50% vidéo, 50% photo, 100% hybride. C'est le concept de ce boîtier. Et après, je parle de quoi? Ah, je parle du micro 4 tiers, de cette norme. Donc le micro 4 tiers, c'est le système de monture qui est équipé, qui équipe toutes les caméras Lumix G et qui a été inventé conjointement avec Olympus. Alors il y a plein de gens qui se disent ouais mais Canon, Nikon, tout ça c'est vachement plus sérieux, c'est des opticiens, ils sont là depuis plus de 100 ans, c'est un truc qui... voilà. Il faut savoir que le consortium micro 4 tiers au jour d'aujourd'hui, si au début c'était un truc assez timide où il y avait en effet Panasonic et Olympus, aujourd'hui le micro 4 tiers c'est devenu un truc assez costaud avec Panasonic, avec Olympus et avec tout ça. Donc vous avez tous les grands opticiens, tous les grands fabricants d'optiques, à part Nikon et Canon. Donc on a Olympus, on a Panasonic, on a Schneider, on a Voigtlander, on a Tamron, on a Cosina, on a JVC, on a Zeiss. On a d'autres marques que vous ne connaissez pas, mais dont je pense que vous allez entendre parler dans pas très longtemps. C'est Kowa, qui sort une gamme d'optiques. Kowa, c'est un fabricant d'optiques japonais que j'aime beaucoup, qui a sorti des optiques anamorphiques pour le cinéma, dans les années 70 qui étaient absolument fabuleuses et qui sont très recherchées aujourd'hui. Tokina, Sigma et Blackmagic aussi qui fait des caméras et heureusement pas des optiques. C'est bien, il y en a 2-3 qui suivent, ça fait plaisir. Donc est arrivé le GH4 avec, j'ai pris un petit peu d'avance sur les diapos, des fois je suis plus bavard que les diapos, j'ai pas trop l'habitude de ce genre de trucs. Est-ce que vous connaissez la différence entre 4K et Ultra HD? Non. En fait, 4K, tout le monde dit 4K, c'est devenu un peu un terme générique. Il faut savoir qu'il y a une différenciation. L'Ultra HD est le vrai terme qu'on devrait utiliser pour la télévision. Et 4K devrait être réservé au cinéma. Donc pour différencier, on dit 4K sur le GH4, on dit 4K cinéma. On devrait dire 4K DCI. DCI, donc DCI, c'est... les initiales de Digital Cinema Initiative, c'est le consortium mondial qui régit les règles du cinéma numérique depuis 2002. Le cinéma numérique n'est pas une histoire qui a été inventée hier. Donc la grosse différence entre le 4K et l'Ultra HD, c'est la résolution, mais aussi le format de l'image. En télévision, on est en 16/9. Et si vous regardez les chiffres,
840 par 2160, c'est exactement 4 fois la définition de la HD. Il y a certaines personnes qui disent encore du Quad Full HD. J'aime bien, c'est assez poétique. Donc voilà, la particularité de la définition du 4K dans sa version DCI, c'est que c'est une résolution qui est faite pour un écran qui n'est pas 16 neuvième. Le 16 neuvième est un format qui n'existe pas au cinéma, ou très peu en tous les cas. Et au cinéma, on utilise des ratios d'image qui sont soit, donc avant on disait 1,85, maintenant c'est plus proche de 1,89 en numérique, soit 2,35, le format cinémascope, le format allongé. Donc là, on est sur la résolution DCI 1,85 à 1,89 exactement. Donc j'ai fait un petit tableau récapitulatif de ce que j'aime et de ce que j'aime pas. Je ne suis pas détenteur de la vérité absolue. Je n'ai pas le monopole du bon goût non plus. Mais voici grosso modo pour moi les avantages et les inconvénients de ce boîtier GH4. Donc caméra hybride sans miroir, avec la particularité d'avoir ce très faible tirage optique qui nous permet d'adapter toutes les optiques quasiment de la planète. Ce fameux viseur électronique qui est d'une définition assez redoutable, qui permet notamment une chose que ne permet pas la visée claire, la visée réflexe, c'est de voir l'exposition de son image dans le viseur et aussi de voir, quand on est en basse lumière, en visée réflexe, il y a un moment où on ne voit plus rien. En visée électronique, on peut amplifier le signal, même si ça dégrade la qualité d'image, on peut quand même voir des choses au-delà de ce que voit l'œil en très basse lumière. Autofocus performant, écran articulé et tactile. L'écran tactile, ce n'est pas forcément un gadget. Il y a plein de gens qui pensent que c'est le gadget. La possibilité d'utiliser de la zone de recherche de mise au point et de comment dire, pointer du doigt sur l'écran là où on veut que ce soit net, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. L'enregistrement en 4K interne, aujourd'hui c'est une des rares caméras qui ait la possibilité d'enregistrer en 4K en interne sur une petite carte SD. Le rapport qualité d'image boîte fichier, ça c'est aussi quelque chose qui est assez important, c'est qu'il y a plein de gens qui disent ouais mais ça fait pas du RAW, ouais mais c'est pas du 10 bits, ouais mais c'est pas du 444, ouais mais c'est pas du ceci, ouais mais c'est pas du cela. Moi j'aime bien quand il y a une certaine logique dans ce qu'on pourrait définir comme un écosystème. C'est-à-dire que si j'ai besoin de faire du RAW, j'ai besoin de faire du 444 et j'ai besoin de faire des très très gros fichiers parce que je vais faire des effets spéciaux ou je suis sur une grosse production, j'irai pas forcément chercher un GH4. Là, pour moi, on a un truc qui est logique. C'est-à-dire qu'on dans une caméra qui vaut 1 600 €, hors taxe, je crois, je ne sais plus, on a un codec qui est d'une qualité assez exceptionnelle pour le prix, mais qui reste dans une espèce de logique. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément avoir besoin d'acheter un ordinateur surpuissant pour pouvoir le travailler derrière. Et la qualité d'image, vous allez le voir tout à l'heure quand on va présenter des petits films que certains d'entre vous ont déjà vus sur Internet. Vous allez les voir là en projection en 4K DCI, donc qui a été transformé en DCP. Vous allez voir ce que ça sort, ce codec qui n'est que 8 bits et qui n'est que 4.2.0. La dynamique a été énormément travaillée par rapport au GH2 et au GH3. Les fonctionnalités dédiées à la vidéo, notamment la gestion du timecode, il y a une vraie gestion du timecode dans le GH4. On va pouvoir rentrer manuellement des données de timecode. Pour ceux qui ont connu les tournages avec les cassettes, il y en a certains d'entre vous qui n'ont plus beaucoup de cheveux, donc je pense qu'ils ont tourné les tournages avec les cassettes. Ils ont connu les tournages avec les cassettes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pour pouvoir numéroter les cassettes et se rappeler, parce que des fois on avait la flemme d'écrire sur l'étiquette, on disait que la cassette numéro 1, elle commençait à 1 heure, la cassette numéro 2, elle commençait à 2 heures. Et bien là, je peux faire exactement la même chose avec mes cartes, avec mon GH4. Je peux lui dire que le timecode de la carte numéro 1, il commence à 1 heure, le timecode de la carte numéro 2, il commence à 2 heures, et ainsi de suite. Bon là, on est sur du fichier, donc c'est beaucoup plus facile de gérer ce qu'on appelle les métadatas, mais quand même. Multiplicité des réglages, donc aussi image et codec. On va pouvoir faire du 4K, mais on va pouvoir faire du 4K cinéma, on va pouvoir faire du 4K l'Ultra HD, on va pouvoir faire de la HD, on va pouvoir faire du ralenti, on va pouvoir utiliser des petits codecs super légers pour pouvoir enregistrer des heures et des heures sur une seule carte.
ou au contraire utiliser des codecs beaucoup plus gourmands en termes d'occupation d'espace. La possibilité de faire des ralentis, 96 images secondes, ce n'est pas quelque chose que je vais forcément vous montrer là maintenant, mais si vous tapez Slow Motion GH4 sur Internet, vous allez voir plein d'exemples. C'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui m'a énormément attiré, mais c'est quand même une fonction qui est très efficace et avec laquelle on peut faire de très jolies choses. Le Wi-Fi pour le monitoring, ça c'est quelque chose qui est assez... c'est pareil, c'est comme le tactile, tout le monde se dit c'est un truc gadget, on s'en fout. Je peux vous dire que ce n'est pas gadget du tout. On met le GH4 sur une grue, on n'a plus besoin de câble. On a tout sur un iPad ou sur un smartphone X ou Y. Avec le logiciel, avec la connexion Wi-Fi, on pilote tout. Il y a même des objectifs chez Panasonic qui sont des objectifs dits cerveau, avec un petit moteur de zoom. On peut même piloter le zoom sur la tablette. Une gamme d'objectifs assez incroyable. La gamme d'objectifs disponible dans le monde du micro 4 tiers, on va le voir juste après, est très très fournie. Et après, il y a plein de gens qui disent le crop factor, c'est un inconvénient. Je l'ai mis dans les deux, j'ai mis dans avantage et inconvénient. Je pense que par rapport à un 5D, le crop factor de x2, donc de ce micro 4 tiers, peut être un certain avantage. En tous les cas, dans une utilisation vidéo-cinéma, parce que ça permet d'être... ça pardonne un petit peu plus quand on a du mal à faire le point. Et aussi parce qu'on est plus proche de... comment dire ? On a une image héritée du cinéma qui est rentrée dans l'inconscient collectif quasiment. C'est-à-dire qu'on a un siècle d'images cinéma et on a un siècle de capteurs 35 mm dans les yeux, dans le cerveau. Je crois que c'est plus simple que vous fassiez le tour. En fait, il y a de la place de l'autre côté et on peut passer là-bas. Donc du coup, ça fait partie de nous, c'est carrément limite inscrit dans nos gènes. On a l'habitude de cette image, et ce qu'on dit d'une image qui est cinématographique, ça ne veut pas forcément dire qu'on a tout le temps des arrière-plans flous. Ça, j'aimerais apporter mon petit témoignage là-dessus. Pour ceux qui s'intéressent à la photo ou au cinéma, de très près, les grands photographes, les images qui ont marqué l'histoire et qui ont marqué l'humanité ne sont pas des portraits où on a 1 cm de zone de profondeur de champ. Ce sont des images où souvent on a une grande profondeur de champ, où on voit une action, où on voit un décor, où on voit tout ça. Et y compris dans le cinéma. Cette quête absolue de la profondeur de champ rikiki, il y a un moment où je pense que c'est quelque chose qui ne restera pas. Donc ce crop factor de x2 sur les GH et sur le micro 4 tiers en général, moi, ne me dérange pas dans la mesure où on peut utiliser des optiques qui sont prévues pour ce crop factor. Et que ce n'est pas parce qu'on a un capteur qui est très légèrement plus petit qu'on ne va pas pouvoir faire des jolis flous avec des jolis bokeh. Vous savez ce que c'est un bokeh? Un bokeh, c'est justement cette notion d'arrière-plan flou. C'est un mot qui vient du japonais, je ne sais pas. Uematsu-san? Yeah, I know it's a Japanese name. Japanese, it's Yeah, Japanese, yes. Yeah. Yeah. So it's only the depth of field, very short, and to have a nice bokeh. Donc un joli bokeh, c'est vraiment avoir cette notion d'image d'arrière-plan flou. On a une experte qui va nous aider. En fait, C'est la forme du flou, c'est exactement qui est définie par la taille, par le dessin de... Prends le micro. Voilà. Pardon, ça dépend aussi de l'optique. Si elle est sphérique ou anamorphique, on n'aura pas les mêmes bokeh à l'arrière. Exactement. Donc en fait, la nature des objectifs... Pardon? Le nombre de lamelles, en effet, sur le diaphragme. Et tous ces paramètres qui vont justement modifier la nature du flou qu'on peut avoir sur ces arrière-plans. Thank you. Donc j'ai fait quelques petites choses au niveau des inconvénients. Il est maintenant de notoriété publique que ce n'est pas la meilleure caméra du monde, en tous les cas en vidéo. Pour faire de la vidéo en basse lumière, il y a un seuil à ne pas dépasser, au-delà de 1600, voire 3200 ISO. Ça dépend de votre seuil d'acceptation. Je pense que ce n'est pas la peine d'aller beaucoup plus haut.
Ce 4208 bits peut être un inconvénient dans quelques cas de figure assez marqués. Et ce crop factor peut être aussi un inconvénient pour ceux qui veulent absolument avoir une certaine facilité d'avoir ces fameux bokeh. Monsieur? Oui, j'ai une question. Pourquoi l'image sur le GH4 elle est croppée par rapport au GH2? Alors, l'image a été croppée. Pourquoi? Parce que moi, je trouve que c'est une démarche très très intelligente et de la part de Panasonic. En fait, on a un capteur qui fait 16 millions de pixels, mais qui a un capteur 4 tiers. Donc, on est sur une image qui est soit 16 neuvième, soit 1,89, on l'a dit. Et en recadrant déjà dans ce format-là, ils ont préféré garder en fait, 1 pixel sur le capteur égale 1 pixel enregistré, plutôt que d'aller chercher à faire du post-traitement derrière le capteur. C'est-à-dire que le capteur, vous savez que, par exemple, un 5D, on sait qu'un des défauts du 5D, c'est ce qu'on appelle l'aliasing, les effets d'escalier qu'on peut avoir sur les diagonales. Pourquoi est-ce qu'il y a cet effet d'aliasing? C'est parce qu'à la base, la source, on a 20 millions de pixels, plus de 20 millions de pixels, et qu'après, on a 2 millions de pixels enregistrés. Pour pouvoir éviter ce genre de problématique, en fait, Panasonic, ils ont préféré se dire, eh ben, on fait un crop, c'est-à-dire qu'on va prendre très exactement les 8 millions de pixels dont on a besoin dans le capteur pour enregistrer. Et du coup, on a 1 pixel sur le capteur égale 1 pixel enregistré en 4K. Ce qui est... En photo, c'est un peu dommage. En photo, tu n'as pas ce problème. C'est-à-dire... Ah non, elle n'est pas croix. Ah, le GH2 avait cette particularité d'avoir un capteur qui était plus large, en fait. Mais il était au-delà de la norme micro 4 tiers, ce qui pouvait poser problème avec certaines optiques. C'est vrai qu'il avait cette petite particularité de la zone en fait, utile dans le capteur qui était dessinée à travers un cercle, qui faisait qu'on ne perdait pas de définition quand on était en 16 neuvième, en 3.2 ou en 4 tiers. Mais ça, je ne sais pas pourquoi. Maybe Mr. Uematsu, you can answer this question. Say, why did you decide to change the system from the GH2? You know the story about the circle of the sensor, and now it's the sensor of the GH2 was a bit more larger. Tout le monde parle peut-être pas anglais, donc je vais essayer de traduire. We have not so many kind of sensors, and this time, especially for GH4, we want to make 4K motion picture, and in that case, we don't have the bigger sensor. I'm going to translate a bit. Yeah. So, il redit un petit peu ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que grosso modo, ils avaient le choix de plusieurs types de capteurs, puisqu'ils fabriquent aussi des capteurs. Et ils ont privilégié ce capteur pour pouvoir justement avoir ces fonctionnalités 4K. Vous savez que tous les capteurs ne sont pas capables de faire de la photo et de la vidéo. Il y en a un qui sont plus forts dans un domaine ou dans l'autre. Il y en a qui ne sont même pas capables de faire autre chose que de l'image fixe ou de faire que de l'image animée. Et donc ça a été dans les critères des capteurs qui étaient disponibles du centre de recherche interne de Panasonic de pouvoir justement utiliser ces fonctionnalités. And also GH4 to get the best picture quality. If we set 4K mode, in that case we use just center area. It's around 8 mega, totally 60 mega. And this means the cropping ratio will be a little bit bigger than normal split picture. Donc là, en fait, il nous redit ce que j'ai dit tout à l'heure sur la partie justement de l'utilisation de 1 pixel sur le capteur égale 1 pixel enregistré. Donc c'est les fondamentaux même de ce capteur-là qui ont entraîné ce choix-là et qui ont du coup, ils ont abandonné le truc qui était en effet très sympathique sur le GH2. Voilà. Mais on a l'impression qu'on n'a pas le même crop entre Oui. le 4K et la HD. Oui, mais ça c'est vrai. On a un crop factor qui est supérieur. En HD, on utilise plus et si on va jusqu'au bout de la démarche, quand on filme en HD, on peut avoir des petits effets d'aliasing et des petits effets de moiré, chose qu'on n'a pas si on le fait en 4K.
parce qu'en effet, le capteur est utilisé dans sa pleine largeur en HD, mais il passe par un traitement électronique qui peut très légèrement dégrader l'image. Donc ça, c'est un des conseils que je vous donne aujourd'hui. Le GH4 fait de très belles images en HD, mais à la base, il est fait pour faire du 4K. Et si on fait du 4K à l'acquisition et qu'après, on post-produit, même on fait une down conversion et qu'on post-produit en HD, on aura une qualité qui sera supérieure si on fait le même process ou le process inverse, c'est-à-dire que je tourne en HD, je post-produis en HD. Pourquoi? Parce que la qualité de ce qu'on appelle la down conversion, la réduction de la taille du nombre de pixels faite en post-production, est de meilleure qualité que celle qu'on peut faire avec le traitement électronique qui est à l'intérieur du boîtier. Je vais vous parler un petit peu maintenant des objectifs et du monde du micro 4 tiers. Donc, comme on l'a vu, il y a énormément de fabricants d'optiques divers et variés qui fabriquent aujourd'hui des optiques dédiées au micro 4 tiers, dont des marques assez prestigieuses. On va s'arrêter un petit peu sur ce qu'on appelle les zooms standards. Donc les zooms standards, c'est quoi? C'est sur des zooms qui ont des plages de focale équivalentes, on va dire, qui vont du grand angle jusqu'au petit télé, hein, ce qu'on appelle... Donc ces fameux standard zoom, vous avez plusieurs optiques qui existent chez Panasonic ou chez Olympus. Pour faire une différence qu'il peut y avoir sur les fondamentaux qu'il y a entre Panasonic et Olympus, c'est que Olympus est plus focalisé sur la photo. Panasonic est vraiment dans une idée de monde hybride. Olympus utilise un capteur stabilisé. Donc Olympus, sur ses boîtiers, n'a pas besoin de stabilisateur dans l'optique. Panasonic a préféré garder la stabilisation dans l'optique. Ce qui est intéressant en vidéo aussi. C'est-à-dire que parfois, certains objectifs Olympus, en termes de piqué, si vous allez voir un petit peu les notes qui sont données, les benchmarks qui sont faits notamment par DxO, je ne sais pas si vous connaissez cette société française qui fait un petit peu tous les tests pour toutes les revues spécialisées et les sites spécialisés, notamment Digital Preview, pour ne citer que, qui c'est un petit peu le site référence mondial. Excusez-moi. Les tests sont faits par une boîte française qui s'appelle DxO, qui était une start-up il y a une dizaine d'années et qui maintenant embauche 250 personnes. Donc les tests, souvent sur DxO, sont parfois en faveur d'un point ou deux. On est vraiment dans le domaine du très subjectif, ou du très très scientifique, pardon, sur la qualité et notamment sur l'aspect définition. Mais les objectifs Olympus Vico Digital ne sont pas stabilisés. Donc quitte à choisir, si vous voulez faire les deux, faire de la photo et de la vidéo, je vous conseille quand même de choisir des optiques stabilisées et donc des optiques Panasonic. Ici, on a un petit tableau qui est accessible sur mon blog, qui représente un petit peu toute la gamme d'optiques qui existe à ce jour, et je pense qu'il en manque déjà en micro 4 tiers. Donc vous voyez qu'on couvre une plage de focale qui va de 7 mm jusqu'à 300 mm, c'est-à-dire qu'en équivalent 24-36, on va de 14 mm à 600 mm à travers différents fabricants. Avec toujours l'idée que c'est plus compact, c'est plus léger et c'est moins cher. Les deux optiques de base, le kit de survie, si vous venez du 5D Mark II, vous avez tous à un moment eu ou désiré très fort d'avoir un 24-70 de 8 et un 70-200 de 8 aussi. Donc l'équivalent aujourd'hui, si vous basculez dans le merveilleux monde du GH4, c'est le 12-35, qui est donc une optique qui ouvre à 2,8 constant, qui est aussi stabilisé, qui est aussi tropicalisé, ça je ne l'ai pas dit, mais les boîtiers GH depuis le GH3 résistent aux projections de flotte et à la poussière. Donc voilà, c'est deux objectifs qui sont de très très bonne qualité, et je peux vous dire qu'en tant qu'utilisateur du GH4, à 80% du temps, le 12-35, il est fixé sur mon boîtier. Donc Kowa, je vous en ai parlé tout à l'heure, ils sortent 3 optiques, série Pro-Minard, ça va arriver dans pas très très longtemps, et j'en profite de faire un peu de la pub pour les gens qui m'emploient, donc Locaimage. Je pense qu'on sera parmi les premiers à avoir ces objectifs qui s'annoncent très très prometteurs, et j'espère aussi pouvoir faire des tests très rapidement.
En tous les cas, c'est des vrais opticiens qui ont un background historique assez important. Ils l'ont plutôt bifurqué, ils font plus grand-chose dans la photo, ils font de l'imagerie médicale, des jumelles et des objectifs de caméra de télésurveillance. Mais contrairement à ce qu'on pense, il y a des objectifs de caméra de surveillance qui ont d'une qualité optique assez incroyable parce qu'on a besoin d'être très très lumineux et d'être très très défini. Donc voilà, c'est un des... je pense que ça va être un des prochains coups de cœur en tous les cas dans ces optiques-là. C'est des objectifs qui sont entièrement manuels, qui sont usinés dans la masse en aluminium avec des traitements de surface très sympathiques avec 3 finitions, dont une kaki que je trouve assez moyenne. Autre fabricant historique assez intéressant, qui est une des premières marques qui s'est positionnée dès le début sur le micro 4 tiers, c'est Voigtlander. Donc Voigtlander, c'est une marque assez historique qui fait des optiques, notamment pour les Leica M depuis. Voilà, ils ont fait aussi des boîtiers télémétriques. C'est une marque allemande à la base. Ils ont été rachetés par le japonais Cosina, mais on reste sur des trucs très haut de gamme, très qualitatifs, et avec cette particularité assez incroyable. Et c'est là où je relance le débat de est-ce que j'ai besoin d'un grand capteur pour faire un joli bokeh avec ce genre d'optique à 0,95, je peux vous garantir qu'on a des arrière-plans ultra flous avec des très jolis modelés dans l'image. Voilà. Donc on est il y a une gamme de 3 optiques. On est donc sur un 17,5, un 25 et un 42,5. Et tous les 3 ouvrent à 0,95. C'est très bien pour filmer dans le noir. Donc la diapo qui tue, la voilà. L'idée, c'est de vous parler de cette histoire, justement, de qu'est-ce que je peux adapter ou pas avec, là, en l'occurrence, du micro 4 tiers, mais ça marche aussi pour n'importe quelle autre monture. Donc en gros, vous voyez, micro 4 tiers, on est là où il y a la flèche bleue. OK. Tout ce qui est au-dessus, je peux adapter. Pas de problème. Parce que le tirage optique naturel, donc vous avez compris ce que c'était que le tirage optique? Donc c'est la distance en gros qui existe entre le plan film ou le capteur et le cul de l'optique. Donc la plupart de tout ce qui se passe au-dessus, donc en bleu, les tirages optiques sont supérieurs au tirage optique du micro 4 tiers. Donc si je veux monter un objectif Mamiya 645 sur du micro 4 tiers, je peux. Et si je veux le monter aussi sur du Canon EF, je peux aussi. Mais par contre, si je veux monter un objectif Fujifilm X sur mon micro 4 tiers, je ne peux pas. Parce que le tirage optique de la monture Fujifilm X est inférieur à celle du micro 4 tiers. Donc vous voyez qu'on a quand même un champ des possibles assez incroyable. Moi, c'est un des trucs qui m'a vraiment passionné dès le début de cette aventure, dans le micro 4 tiers, c'est que j'avais des vieux cailloux que j'avais sur mes étagères, ou sur celles de mes parents, de mes grands-parents, ou que j'ai trouvé dans des brocantes photos, ou que j'ai acheté sur eBay. J'ai une affection particulière pour tout ce qui est Pentax K, notamment, et des Pentax aussi à vis, la monture M42. Les fameux Takumar et Super Takumar, c'est des cailloux absolument formidables. La cote de l'occasion est en train de remonter parce que tout le monde est en train de raconter les mêmes trucs que moi, c'est-à-dire que grosso modo, enfin c'est pas tout le monde, je raconte les mêmes choses que tout le monde, pardon, un peu d'humilité. Et donc du coup la cote de l'occasion est en train un petit peu d'exploser, mais il y a encore des affaires à faire. Un Super Takumar, un 50 mm, c'est une optique qui doit coûter dans les 80 € sur eBay. C'est absolument magnifique. Donc vous allez pouvoir les adapter, ces optiques, via des bagues qui seront uniquement mécaniques ou qui vont avoir aussi un convertisseur optique. On verra tout à l'heure les fameux Speed Boosters de chez Metabones. Dans les autres trucs qui sont très intéressants, bien entendu, il y a les Leica. Inutile de vous dire que les Leica M sont hors de prix parce que Leica continue à fabriquer des boîtiers numériques avec la monture M. Par contre, les Leica R, Leica ne fabrique plus de boîtier R. En tous les cas, n'a pas basculé au numérique avec sa monture Leica R. Donc on peut trouver des objectifs qui restent encore un petit peu accessibles,
mais pareil, la cote de l'occasion a été multipliée à peu près par 3 ces 2 dernières années. Il y a des choses très intéressantes aussi chez Canon en FD. Ça vaut une poignée de cerises sur eBay ou chez les revendeurs photo ou dans les d'occasion ou dans les foires à la photo. Les Minolta MD sont très intéressants. Tout ce qui est Contax, Zeiss, c'est aussi très très intéressant. Ça c'est pareil. La cote commence à remonter aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Olympus. Les Olympus OM, c'est super. Voilà. Après, par exemple, je mets des bémols à ce que je vous raconte là, c'est-à-dire que la monture Sony B4, donc le B4, c'est la monture qui est dédiée aux grosses caméras d'épaule en capteur 2/3 de pouce. Si mécaniquement c'est compatible, optiquement, par contre, des fois, ça ne l'est pas. Et là, c'est le cas. C'est-à-dire que le cercle optique des objectifs B4 ne couvre pas le capteur micro 4/3 du GH4, qui est beaucoup trop grand, donc ça va vignoter. Voilà. Metabones Speed Booster. Qu'est-ce que c'est qu'un Speed Booster? Donc Metabones, c'est une société qui est basée à Hong Kong, qui a passé un deal avec un fabricant, un opticien allemand, et ils ont décidé de mettre à l'intérieur d'un adaptateur mécanique une lentille qui va permettre de corriger la focale, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un crop factor de x2, on va avoir un crop factor qui va être relativement plus proche de 1,5, c'est-à-dire que la même chose qu'on devrait avoir en Super 35 pour parler cinéma ou en APS-C pour parler photographie. Les deux ne sont pas tout à fait équivalents à quelques millimètres près. Mais donc, voilà, donc ça c'est une solution qui permet, quand on a un 50 mm, de ne pas le transformer en 100 mm à cause du crop factor, mais de le transformer en 75 mm. Okay, je mets des gros bémols et des gros guillemets à ce que je raconte parce qu'on ne transforme pas une focale. Et s'il y a des opticiens scientifiques, je vous prie de m'excuser pour toutes ces incorrections et ce manque de précision. J'essaie de vulgariser un petit peu. Voilà. Donc, Metabones, jusqu'à présent, ils ont fait des adaptateurs qui étaient purement mécaniques, avec cette lentille, qui permet aussi de récupérer de la luminosité, c'est-à-dire qu'il a vu que les faisceaux lumineux sont mieux concentrés sur le capteur, on gagne aussi en luminosité. Et il y a un adaptateur aussi qui est dédié aux optiques Canon EF, qui ont la particularité, ces optiques Canon EF, elles sont très bonnes, mais elles sont aussi très chiantes si on veut les adapter, c'est qu'elles n'ont pas de liaison mécanique sur le pilotage du diaph entre le boîtier et l'objectif, c'est tout électronique. Donc Metabones a fait un système qui permet d'avoir un pilotage via une petite molette qui pilote le moteur qui est à l'intérieur de l'objectif Canon EF pour pouvoir changer le diaph. Si vous n'avez pas ce truc-là, votre optique reste au diaph qui a été utilisé la dernière fois qu'elle a été montée sur un boîtier Canon. Donc si vous partez en tournage et que la veille vous avez fait des paysages, vous y étiez fermé à f22 et que le lendemain vous partez avec votre GH4 et que vous avez oublié votre Canon et que vous avez besoin de faire du portrait, vous êtes un peu dans la merde. Donc techniquement, optiquement, ça marche plutôt pas mal. J'ai vu quelques aberrations des fois sur des trucs quand on a des lumières avec des flares un peu bizarres, des lumières très très rasantes qui peuvent rentrer dans les coins de l'objectif. Il peut y avoir des espèces de parasitage optique avec des effets de ce qu'on appelle de ghosting, qu'on a la décomposition des lentilles qui s'affiche de façon bizarre dans l'image. Globalement, j'en suis très très satisfait. J'utilise à fond un Metabones Speed Booster avec mon GH4, avec des vieux cailloux Leica R. Voilà. Et c'est un régal. Je vais vous montrer tout de suite un petit bout de film, et après on fera une petite pause pour ceux qui ont envie d'aller se dégourdir les jambes, fumer un calumet de la paix, ou aller faire pipi. Enfin, vous faites ce que vous voulez en fait. Hein. Le prix de cette bague en fait varie en fonction de savoir s'il y a ou pas le speed booster. Si c'est purement mécanique, c'est moins cher. Ça vaut grosso modo entre 300 et 600 € en fonction de la complexité. Voilà.
Et je veux bien qu'on revienne après sur l'intérêt et cette histoire de truc qui m'obsède, c'est-à-dire que la logique de l'écosystème dans lequel je suis. C'est si on a besoin de garder des optiques Canon, ça vaut le coup de s'embêter, parce qu'on s'embête un petit peu à vouloir jouer avec ce genre d'adaptateur. S'il y a un moment où on décide de switcher, ça vaut le coup de se dire que je switch vraiment. Pourquoi? Par rapport à une des premières photos que j'ai montrées tout à l'heure, à cause de cette histoire d'encombrement, de poids et ainsi de suite. Est-ce que c'est logique de mettre un 70-200 qui est long comme ça sur un boîtier qui est tout rikiki? À un moment, la question reste entière. Je vais demander... Oui. Vous avez parlé de ces optiques Pentax qui étaient formidables. Et il y a besoin d'un truc comme ça? Le Pentax, en fait, déjà, il n'existe pas en fait pour le Pentax, mais tu as des bagues qui sont purement mécaniques, notamment, et je ne le dis pas ici, mais on peut parler de cette marque qui s'appelle Novoflex, qui est un constructeur allemand qui fabrique des bagues absolument magnifiques, avec beaucoup de précision mécanique, mais là, il n'y a pas de crop factor, de lentille qui change le crop factor. C'est purement mécanique. Je réclame à Speed Booster des adaptateurs Pentax K depuis un bout de temps. On va lancer donc en DCP, en 4K, une première vidéo. Je ne sais plus laquelle c'est. Vous allez voir, c'est soit les vidéos que j'ai fait déjà, qui sont publiées sur Internet, et il y en a une autre que c'est un petit film de vacances, sans aucune prétention. Oui, et la peste est fermée. Peut-être qu'elle veut pas t'appeler toi. C'est ça. Moi je sais faire. Allez, vas-y, montre-moi. Moi aussi je sais faire. Je vais faire une première image. Elle cache. Et à la fin, on y... On mange ou on mange pas? Oui, vous mangez, ça va être... Allez, Allez, moi je sers les boulettes, je pense. Ça, c'est de la rissa. on voit après. Merci. Qui c'est qui me donne son assiette là? Une patate. D'accord, c'est Tu très veux bien. de la soupe? Tu veux de la soupe? Viens sur la semoule et viens. Ça c'est... Excuse-moi Jean-Pierre. Hein. Non, 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 fais comme chez moi. Ah oui. Alors je te dis que ça fait pénétrer. Tu veux ça? Le truc d'oignon, là, avec les raisins secs, c'est vachement bon. Sucré, c'est de l'eau. Elles sont bonnes. C'est quoi ça? Je pouvais prendre les assiettes marocaines. T'aimes pas les gâteaux? Oh ben ça, c'est Oh, une il bonne y a nouvelle. Tant mieux sans froid. Tu es vraiment tendu pour faire ses lèvres. Hein. C'est super ses lèvres. Ouais, vas-y, mange. Il y a déjà un gros cadeau à papy. C'est que là, il a tous ses enfants et ses petits-enfants. Donc ça, c'est... Bah non, mais là, tu vois, ta mère va me le piquer. Vous démerdez, je ne veux pas entendre parler. Ah, génial. Je ne veux pas m'entendre parler, vous débrouillez. Oui, voilà, d'abord. C'est mon Il y en a Faut un. pouvoir jouer à Candy Crush tout seul. On va voir si c'est empoisonné, d'accord? D'accord. Oui, il m'a dit. C'est gentil. Non, mais tu... Non. Tout ce que vous me les donnez. Il y a papier, là. Tout le papier pour le Décollage. Utiliser, localiser mon adresse. C'est un code à 4 chiffres. Oui, c'est pour déverrouiller le... l'écran. Et là, on verra ça, c'est parce qu'on sait que tu vas rentrer. Normalement, tout le monde dit que tu rentres tout seul. Sans hésiter, il paraît. Hein. Ah d'accord. Ça t'est dur hein. Allez on y va. Ça va mon cœur? Allez, c'est bon. Pour faire peur.
c'est là où on trouve les applications. App Store. Scène numéro 2. Papy et Mamou dans la voiture. Oh oh. Moi, je sais pas si je vais rester. Ah si. Tourne à gauche. Non, je veux tourner à droite. Non, à gauche. Non, à droite. Non, à gauche. Non, à droite. À gauche. Oh bah moi, je me suis trompée de sortie. Sur le chat, oui, il a passé 3-4 fois mon truc. Bon, allez vite, il y a du boulot à faire, hein, Patricia, elle a le morito. Il y en a une qui a soif. Oui. La chatte à la voisine. Ça y est, chatte à la voisine. Ça a pas marché. Allô, allô. Ouais. Donc c'était vraiment un film absolument sans prétention aucune. Vous avez découvert ma famille. Et juste pour vous expliquer comment ça a été fait, je ne sais pas si vous avez apprécié en tous les cas la qualité d'image. J'ai voulu faire un film qui soit assez démonstratif, qui montre un petit peu à la fois le rendu des peaux. C'était quelque chose qui m'intéressait vraiment. Donc je suis vraiment focalisé au-delà de l'aspect documentaire animalier sur ma propre famille. Il y avait 2-3 prétentions techniques et 2-3 trucs que je voulais essayer. Donc je voulais essayer justement le rendu des peaux. Je suis en 4K DCI à 24 images par seconde, donc en 4096 par 2160. Et j'ai utilisé justement le Speed Booster Metabone avec les optiques Leica. J'ai pas étalonné, j'ai juste réglé les niveaux, c'est-à-dire que quand j'étais un peu sous-ex, j'ai un peu boosté, quand j'étais un peu sur-ex, j'ai un peu tassé. J'ai volontairement été chercher des plans aussi avec des rapports de contraste très très forts pour voir, vous voyez, le plan dans la piscine, le plan avec sous la, comment ça s'appelle, la vigne vierge, avec toutes les petites taches de lumière qu'il peut y avoir avec les enfants, pour voir jusqu'où on pouvait aller, qu'est-ce que ça pouvait encaisser. Et je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal. Au niveau du look de l'image, j'ai juste appliqué une lutte et un petit plugin qui s'appelle Koji. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Il y a plusieurs trucs dans le genre. Il y a le fameux Film Convert qui va permettre de rajouter du grain et d'utiliser de l'émulation de pellicule. Et le système Koji est assez intéressant aussi parce qu'il est plus rapide en termes de traitement, et un peu plus simple aussi à appréhender. Donc voilà, c'était la fin de la première partie. And all the calls from here, and all the far frontier, I still remain a day without you. I'm still in search for something to do. All in all, early in the morning. All in all, it's always what we need. I was waiting to die someday. I was lazy but full of grace. What I get, so hard am I fitting to? Why the whole life is so useless for you? All in all, early in the morning. All in all is love,
but this is empty. All the flowers come with bird of prey. All the buses, they won't flew you away. All the cops will stay and piss, and all the colors are made for this. All the flowers come with bird of prey. All the stars, they wouldn't tell it's me. All the love they're legging for me, she said. All the God I live in me.係啊，佢係一個亞洲嘅偉人嚟嘅，將來嘅100年之後咧係有歷史嘅地位。好啦，新聞之後再講。人傑地靈，光明頂。係時候飲到。你去街市買嘢咁樣啊，咁有呢個餸菜咧，咁啊，我真係好多朋友咧都係覺得好受歡迎嘅，即係覺得包括我自己在內啊，我自己最初嚟嘅時候。研究局願意作出提議，多謝合作。就話如果你係邊嘅地方咧，免醫嘅昆士蘭啊，咁嗰啲就冇咁貴㗎啦，咁樣。但係因為你呢邊嚟講咧，汽油咧，喺墨爾本呢邊咧就都係唔係咁嚴重嘅，咁樣即係冇理由係咁。但係喺街市見到咧就係咁嘅情況啦。咁啊價錢咧相差就。在對面，相信感覺足夠，贏到最後。最怕滿街的木偶，每晚飛出太空也未夠，氣動前方。
Alors, encore une fois, ces films n'ont aucune prétention artistique, ce ne sont que des petites cartes postales. Il y en a qui font de la street photographie, je fais de la street vidéo. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est un peu bête, mais j'avais envie de le dire. Dans les petits trucs dont je n'ai pas parlé et que je n'ai pas noté dans mes slides des présentations, Panasonic a introduit dans les dernières versions du firmware du GH4 un mode qu'ils appellent 4K photo. Parce qu'on s'est rendu compte que quand on sort un JPEG issu de ces fichiers vidéo, c'est une photo de 8 millions de pixels et ça a la classe et on peut l'imprimer. Donc ils ont été à fond dans cette démarche-là. Et le truc qui nous intéresse sur la partie vidéo, c'est qu'il y a un mode 4K photo 4 tiers. Et qui dit 4K photo 4 tiers, on a parlé d'anamorphique et de bokeh tout à l'heure sur les lentilles anamorphiques. Donc avec ce mode-là, on peut enregistrer à 24 ou 25 ou 30 images par seconde en 4K. Et avec des lentilles anamorphiques, on peut faire du vrai anamorphique avec le GH4. Ce qui est un truc qui est à la fois génial et totalement paradoxal par rapport à la taille du boîtier. Voilà, j'avais envie de vous dire ça. Que vous dire sur comment ces films ont été faits? Donc le premier à Manhattan Beach, les deux ont subi le même process de traitement en termes de post-production. Les deux ont été tournés en Cinelike D, sans aucun réglage à part un seul truc que je touche, c'est, vous savez qu'on peut jouer sur l'échelle de gris. Vous savez que la norme Rec 709 qui est issue des téléviseurs à tube sur 256 valeurs de gris entre le blanc et le noir, le Rec 709 ne va que de 16 à 235. Sur le GH4, on peut aller de 0 à 255. Donc on augmente la dynamique quand on fait ça et on ne prend pas trop de risques justement d'avoir des montées de bruit et ainsi de suite. Le pédestal n'a pas été touché, le noise reduction n'a pas été touché, le détail n'a pas été touché, rien n'a été touché, la colorimétrie, la saturation reste la même. Le seul truc, c'est que c'est monté soit sous Premiere Pro, soit sur Final Cut Pro 10, sans aucun soin apporté à comment j'importe mes rushs, dans quoi je les transcode ou pas. Je travaille totalement en natif, je laisse faire les machines. Et là, j'ai repassé donc, en l'étalonnage directement dans Premiere ou dans Final Cut. J'ai juste rééquilibré mes blancs, mes noirs et mes lumières intermédiaires. Et j'ai appliqué ces fameux systèmes de lutte et d'émulation de pellicule de chez Koji Color. Voilà, il y a un petit kit spécial DSLR qui n'est pas cher. Il y en a un qui vaut 800 balles, c'est un peu cher, mais ça fait des trucs jolis. Et la version DSLR n'est pas très très chère. Le film à Manhattan a lui été utilisé avec d'autres optiques. Alors il y a un réglage, je voulais faire ce truc-là, malheureusement ça ne marche pas. Je voulais vous montrer des réglages en direct sur l'écran. Il y a un menu qui permet d'étendre la gamme de gris. Je pourrais montrer par ceux qui ne connaissent pas et qui veulent voir comment ça se passe pour aller justement de 0 à 255 au lieu de 16 à 235. Voilà. Je ne sais plus où c'est dans les menus. En fait, c'est la norme Rec 709, qui est la norme de la télévision haute définition, a été conçue pour répondre aux spécifications et la dynamique qui est capable de restituer un écran à tube. Maintenant que les écrans à tube ont été un petit peu abandonnés, à tort ou à raison, je ne lancerai pas le débat, on peut aller plus loin. C'est-à-dire qu'on peut non plus se contenter de cette gamme de gris-là, mais l'étendre pour avoir vraiment les 256 niveaux de gris. Donc si on change ce réglage-là, par défaut, ça va de 16 à 235, et si on passe de 0 à 255, on augmente forcément la dynamique. Voilà. C'est un petit peu, mais c'est pas mal. Qu'est-ce que je voulais vous raconter? Ah oui, Manhattan Beach. Donc le film a été fait, à part un plan, je pense qu'il vous a tous sauté au visage, le plan du guitariste, où il y a une texture d'image qui est très légèrement différente, qui est beaucoup plus douce, et où il y a plus de diffusion dans les hautes lumières et dans les noirs. Ce plan-là a été fait avec le Leica. Tout le reste a été fait avec les optiques Pana, qui sont un peu plus dures. J'ai utilisé le 12-35, j'ai utilisé aussi une optique incroyable qui est un 100-300, qui vaut 600 balles, donc ça fait un équivalent d'un 200-600, pour aller choper les surfeurs qui étaient assez loin.
Et que vous dire d'autre sur ce film-là, ça tremblote un peu parce qu'il y avait beaucoup de vent à la fin et que j'avais pas de pied. Pareil, à Hong Kong, j'avais le GH4, le 12-35, basta, rien d'autre. Si un filtre neutre que je n'ai pas utilisé, parce qu'il faisait nuit. Au niveau de la sensibilité, ouais. Au niveau de la sensibilité, le film a été tourné entre 800 et 1600 ISO. J'ai pas bougé mon diaph, quasiment entre de 8 et 5-6 pour la plupart du temps. J'ai plutôt privilégié d'exposer, de préserver les hautes lumières. En termes de réglage d'exposition, j'utilise beaucoup le petit bar graphe. Vous savez, il y a un petit truc issu du monde de la photo plutôt qui dit quand on est sur X ou sous X, qui va de -3 à +3 en passant par 0. Le GH4 encaisse plutôt pas mal, je trouve. Il encaisse un peu mieux dans les basses lumières que dans les hautes lumières, mais on a la possibilité de jouer avec ça, notamment quand vous êtes sur des scènes de nuit ou sur des scènes de concert. N'hésitez pas à sous-exposer, c'est-à-dire à mettre ce truc-là à moins 2, moins 1, moins 2, et à exposer en fait votre image uniquement sur les hautes lumières. Voilà. Comment vous avez fait pour la balance de blanc, la température de couleur sur les néons et tout ça en mode automatique Je ne m'en rappelle plus. Non, je suis souvent en preset en fait. Je cherche un preset qui correspond. Des fois, je joue, je fais des balances des blancs manuels aussi. J'avoue que j'ai un rapport qui est depuis le temps que j'utilise ce truc-là, depuis le GH1, j'ai gardé les 4. J'ai GH1, GH2, GH3, GH4. J'avais fait une photo de famille il n'y a pas très longtemps. Elle est sur Instagram si vous voulez voir. J'ai un rapport qui est devenu tellement instinctif à l'outil qu'il y a des moments où je ne me rappelle plus ce que je fais en fait. Ça c'est un truc que j'aimerais dire, c'est un message qui est important que j'aime bien transmettre. C'est qu'aujourd'hui les constructeurs nous proposent des outils qui sont de plus en plus performants, qui tous les 6 mois on a une caméra révolutionnaire qui enterre la précédente. Il y a un moment où l'usage est quelque chose d'important. L'ergonomie, l'habitude de l'ergonomie va faire que vous allez à un moment devenir plus performant avec tel ou tel outil, parce que vous allez avoir des habitudes sur cette caméra. Quand moi j'ai appris avec une caméra à l'épaule, la première que j'ai touchée c'était une Sony M3 à tube avec un magnétoscope BVU en bandoulière. Mais de cette caméra-là jusqu'à la dernière génération des HD Cam, par exemple chez Sony, ou des DVC Pro HD chez Panasonic, l'ergonomie est restée la même. C'est-à-dire que pendant 15 ans de ma carrière, j'avais des automatismes et j'avais une certaine dextérité et une certaine habitude de travail avec l'outil. Aujourd'hui, la problématique, c'est qu'on a souvent envie, le marketing est là pour nous donner envie d'acheter la toute dernière caméra, et c'est légitime, et je fais partie de ces gens-là. Mais des fois, il faut quand même se poser la question de savoir si c'est intéressant ou pas de changer cette ergonomie. Et je dois tirer un petit coup de chapeau à Panasonic là-dessus, parce qu'entre GH3 et le GH4, il y a eu 0 évolution en termes d'ergonomie, à part un bouton pour bloquer le barillet. Ce qui veut dire que, grosso modo, sur une période d'à peu près 3 ans, on a le temps de se familiariser avec l'outil. Autre chose, c'est assez rare aussi pour être... ça n'a pas été le cas pour les générations précédentes, et petit coup de chapeau aussi. La batterie n'a pas changé, les chargeurs n'ont pas changé. On peut aujourd'hui facilement matcher un GH3 et un GH4 si on veut faire un multicaméra en HD. Autre truc super important, la batterie. La plupart des caméras de cette gamme-là ont des autonomies qui sont assez faiblardes, voire totalement limites. Aujourd'hui, les derniers tests que j'ai faits où j'ai vraiment sorti le chrono, moi j'ai 4 batteries. J'avais acheté 2 batteries avec le GH3 et j'ai racheté 2 batteries avec le GH4. J'ai jamais fait une journée de tournage où j'ai bouffé plus de 2 batteries et demi. Une batterie d'origine, je ne parle pas des marques, des sous-marques et compagnie, en enregistrement continu, stabilisateur activé en 4K en enregistrement sur la carte SD interne, vous tenez largement plus de 3 heures. C'est quelque chose qui vaut quand même la peine d'être signifié, parce que j'ai aussi un Alpha 7S et que j'aime beaucoup.
Mais voilà, la batterie, quand elle a fait 3 quarts d'heure, on est content. Et encore, il faut avoir activé le mode avion. Parce que sur l'Alpha 7S, il y a un mode avion. Sur le GH4, les fonctionnalités Wi-Fi, par exemple, si j'ai envie de les utiliser, je les active. Sur l'Alpha 7S, elles sont activées par défaut. Et si je veux économiser la batterie, il faut que je me mette en mode avion. Ce n'est pas la même logique. Qu'est-ce que je vais vous dire après? Donc les cartes, abracadabra, UHS 3, SDXC, Panasonic, SanDisk, Lexar ou d'autres. Moi j'avoue que depuis que je n'utilise pas les ou autres, mais plutôt les cartes de marque qui ont des garanties prolongées chez SanDisk ou Panasonic et ainsi de suite, j'ai pas de soucis. J'utilise beaucoup les Gold Pana ou les SanDisk. Voilà, j'ai jamais eu un problème, une perte d'image ou quoi que ce soit. Ils sont assez permissifs, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des cartes d'ancienne génération qui sont uniquement des classes 10, même pour faire du 4K. Ça marche quand même, mais par contre, vous risquez de perdre des images. Poids de fichier, 4K, on met à peu près 80 minutes sur une 64 Go. Là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est de vous montrer l'étendue des possibles au niveau de tous les codecs, différents bitrates, différentes résolutions, de tout ce qu'on peut faire avec un GH4. J'attire aussi votre attention sur le fait qu'on fait du vrai 24p, ce qui n'est pas le cas sur la plupart des autres petites caméras. C'est très rare d'avoir du vrai 24p, la plupart du temps on a du 23-98. Ce qui n'est pas forcément un très gros problème, mais quand même, il y a eu un moment où 23-98, c'est un format qui a été inventé pour les Américains pour faire du DVD en presque 24p, parce qu'eux, ils sont en 30 images par seconde. On parlait un petit peu du Shogun. Donc le Shogun Atomo, c'est une société qui est assez jeune, qui doit avoir 4-5 ans d'existence, qui est une société qui a été créée par des dissidents de chez Blackmagic. Et qui ont débuté sur le marché en proposant des enregistreurs qui permettaient d'accéder à un codec de meilleure qualité que les enregistreurs externes et les enregistrements internes à ce genre de boîtier. Ils ont annoncé au NAB donc ce fameux Shogun, qui est à la fois un très bel écran, qui va permettre d'avoir un monitoring de qualité en Full HD dans un encombrement qui est assez contenu, et qui va enregistrer donc en 4K via la sortie 422 10 bits. J'insiste là-dessus, le GH4 a la possibilité de sortir du 422 10 bits directement sur le HDMI sur un SSD. Donc vous voyez à l'arrière du boîtier ici, on a le SSD qui est amovible ici et la batterie. La batterie, Patrice, il est parti Patrice ? T'es là, pardon. Ah oui, t'avais enlevé ta doudoune, c'est pour ça. Je te reconnais plus. J'ai mes lunettes, c'est pour ça que je ne vois pas bien. La batterie est donnée pour 3 heures aussi, c'est ça ? 3 heures aussi. Ouais, enregistrement en continu. Le produit va évoluer, il va y avoir des mises à jour. Il arrive très vite sur le marché. Pareil, c'est un produit qui devrait être réservable et livrable assez rapidement, logiquement, chez Loka. Que vous dire de plus là-dessus ? Il y a une mise à jour qui va arriver, on va pouvoir mettre un deuxième SSD dans pas très longtemps pour pouvoir faire du RAW. Plutôt chez Sony pour l'instant, sur l'Alpha 7S. Je sais que Panasonic a un truc dans les tuyaux, on ne sait pas exactement si ça va être du RAW ou autre chose. Qui dit RAW dit format d'enregistrement Cinema DNG. Le Cinema DNG, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un format RAW universel qui a été inventé par Adobe et qui est open source. Donc aujourd'hui, il est utilisé par Blackmagic et par d'autres fabricants de caméras un peu plus anecdotiques comme Digital Bolex par exemple, ou Feu à Aton. Enfin pas Feu à Aton existe toujours, mais la caméra qui utilise le Cinema DNG n'existe plus. La Penelope. La question c'est, on peut avoir des métadonnées qui passent dans le SDI et dans le HDMI. Pour l'instant, ce n'était pas le cas et j'ai lu les spécifications de la mise à jour du firmware du GH4 qui va arriver là très prochainement, au mois de décembre. Voilà, on va pouvoir faire ça. Alors, je vais faire un petit peu de manipulation. Il y a un truc, au Japon, il y a quelqu'un qui a réussi à trouver un GH4 où il y avait un mode, vous savez, les Cinelike D, Cinelike V,
Il y a un autre produit absolument génial qui sort chez Panasonic, Broadcast. Là, on est dans un produit qui coûte 20 fois plus cher. C'est la Varicam 4K. Ils ont inventé un truc qui s'appelle le mode Vlog. Et il y a un petit malin qui a montré ce qu'on pouvait faire avec au salon Interbi qui a eu lieu la semaine dernière au Japon. Donc si vous voulez juste me faire plaisir, marquez sur votre fiche que vous voulez le Vlog pour le GH4. J'en rêve la nuit. Voilà. D'autres questions? Par rapport au montage, en fait, parce que pour encaisser du 4K, il faut quand même une sacrée bécane derrière. En fait, il y a Premiere et Final Cut 10. Ouais, il n'y a pas que Premiere et Final Cut. C'est les logiciels qui ont ma préférence. Mais on peut travailler avec Avid, avec Vegas, enfin, il y a d'autres solutions qui existent. C'est pas, moi, je trouve que c'est les logiciels les plus intéressants en ce moment. Oui, mais au niveau de la puissance, après. Alors, au niveau de la puissance, j'ai monté ces films-là sur un MacBook Pro qui date de l'été 2012. C'était plutôt un haut de gamme à l'époque, mais il a quand même 2 ans et demi maintenant et j'ai pas été pénalisé. Je dis pas que j'avais une grande fluidité, un grand confort de travail, j'en ai beaucoup plus avec ça. Voilà. Alors, ceci étant dit, il y a quand même Final Cut et Adobe ont deux technologies différentes. Final Cut ne fait pas du natif, contrairement à ce qui est dit. Ils sont capables de tout capturer, mais ils processent tout en tâche de fond en Apple ProRes derrière. Donc, si tu coches la petite case « Je veux des proxys », ça va prendre plus de temps en ingest, mais c'est très très rapide. Et tu vas pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Par contre, à la fin, quand tu fais ton rendu final, il faut bien que tu dises ce que tu veux dans la résolution et que tu mettes le mode d'affichage et le mode de rendu sur la pleine qualité. Premiere a une autre stratégie. Chez Adobe, ils ont le moteur qui s'appelle le moteur Mercury, qui est un truc ultra puissant qui va adapter, en fait, vous allez pouvoir modifier le réglage de la finesse de votre affichage, mais lui, il travaille en natif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conversion. Donc si tu as une machine un peu ancienne, si tu baisses un petit peu la qualité de ton moniteur, tu dois pouvoir avoir du temps réel. Voilà. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, tourner en 4K au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas une hérésie. Ça se voit, même si on finit en HD, même si on fait la post-prod en HD, ça se voit. On ne va pas rentrer dans les détails de ce que c'est que la matrice de Bayer, mais il faut quand même garder en tête que si on finit en HD, qu'on enregistre en 4K et qu'on finalise en HD, au niveau de l'échantillonnage colorimétrique, ce qu'on disait tout à l'heure sur le 10 bits, on a 4 pixels pour faire 1 pixel en termes de colorimétrie et de richesse de détails. Donc forcément, ça se voit. Je ne sais pas si vous vous rappelez du temps où, que les moins de moi, 20 ans, tralali tralala, mais quand on enregistrait Star Wars le dimanche soir sur sa VHS, sur son magnétoscope de salon diffusé sur TF1, on regardait la cassette, c'était moins bon que la qualité, mais c'était vraiment dramatiquement moins bon que la même cassette avec le même film qu'on avait acheté dans le commerce. Pourtant, c'est le même support et il avait les mêmes capacités techniques, c'est-à-dire grosso modo, on était en 240 lignes de définition. Et bien là, il faut garder ce truc-là en tête. Toujours privilégier la qualité de la source. Même si derrière, on finit sur Internet, meilleure est la source, meilleure est la diffusion. Il y a toujours une relation de cause à effet qui est évidente et qui se voit à l'image. Donc tourner en 4K aujourd'hui, ce n'est pas une hérésie, c'est même plutôt malin, parce que c'est aussi donner une certaine pérennité à vos programmes. Il y a eu une étude qui avait fait grand bruit et que personne n'a voulu écouter parmi mes amis producteurs, il y a une dizaine d'années pour le passage de la SD à la HD. La BBC avait dit à l'époque, si vous tournez votre film, je parle plutôt des documentaristes, en SD maintenant, il a une espérance de vie de revente, votre programme, d'environ 2 à 3 ans. Donc ça, je parle de 2005, 2007, voilà. Et à l'époque, c'était gonflé déjà de basculer sur la HD, hein. Il n'y avait pas grand monde. Hein. Mais donc le même film produit à cette époque-là en HD, donc avec un petit surcoût forcément, et encore, ça reste discutable, la BBC disait qu'il avait une espérance de vie au niveau de la revente du programme qui était non plus de 2-3 ans, mais de 11 ans. Je pense qu'on est en train de revivre la même chose.
Et les gens qui, à l'époque, n'ont pas écouté ce truc-là et qui ont tourné quand même en SD, eh ben, ils sont dans la merde parce que leur film, plus personne n'en veut. Et il y a un moment où, quand on n'a pas la source, si tu as tourné en 35, tu peux faire de la restauration, tu peux rescanner, tu as la qualité de la source qui te permet d'avoir du 2K, voire du 4K. Mais si tu as tourné en SD, tu as beau connaître le numéro de Merlin l'Enchanteur, à un moment, il te manque, il faut faire un zoom 4 fois dans l'image, quoi. Donc, gardez cette idée en tête, voilà, moi c'est un principe que j'aime bien suivre pour donner une valeur patrimoniale à vos œuvres, à votre création. N'hésitez pas à anticiper et à vous projeter. Alors, les 10 commandements, c'est une petite, pas une farce, mais presque, ça va en faire sourire certains. Mais j'aime bien donner ces petits conseils. Petit 1, vérifier son matos. Quand on part en tournage et qu'on est tout seul et qu'on est en mode GH4 ou 5D ou ce que vous voulez, il y a toujours un moment où on a oublié une carte, il y a toujours un moment où on a oublié un chargeur, il y a toujours un moment où on a oublié une batterie et ainsi de suite. Donc, double check, comme disent nos cousins. Numéro 2, le son, c'est 50% du film. Je reviens sur le premier film que je vous ai montré, mon histoire de mon documentaire animalier sur ma famille qui mange du couscous. J'ai fait du son, même si le montage est pourri, le montage son et des petites sautes. Il y avait même un plan où j'ai oublié de mettre le son, mais j'ai fait ça un peu à l'arrache. C'est juste un bon micro qui est branché sur le GH4. Donc ça, c'est si on n'a pas les moyens d'avoir un ingé son avec soi, évitez de tourner avec les micros internes du boîtier. Ils ne sont pas mauvais sur le GH4 pour une prise de son ambiance. Mais là, je ne sais pas si il n'y a pas de perche, il n'y a rien. C'est juste un petit micro canon de chez Rode qui vaut 100 balles, que j'ai branché en mini jack. On a un truc qui est correct, qui est audible, on est dans un univers qui n'est pas trop bruyant, enfin ça braille un peu, il y a le bébé, tout ça. Mais on arrive à identifier les voix, même un peu loin, même un peu... voilà. Donc toujours avoir un micro branché sur son boîtier, c'est la moindre des choses, voire un enregistreur externe. Et quand on a les moyens, on paye un ingé son. Ils sont pas tous très sympas, mais... Numéro 3, workflow. Aujourd'hui, on ne peut pas se dire « je vais tourner des images, on verra après ». Je pense qu'on est dans une période, dans une époque, dans l'évolution technologique, où si on n'a pas en tête la globalité de son workflow, ça peut poser des problèmes. Aller acheter un GH4 et tourner des kilomètres de films en 4K sans avoir la certitude derrière qu'on va être capable de les traiter. Ou alors se dire, tiens, je vais aller filmer aujourd'hui, je prends mon boîtier, je vais tourner, voilà, c'est super, je fais des super images. Oh, je rentre à la maison, ah merde, c'était pour la télé, j'ai fait du 30p. C'est pas logique. Donc gardez en tête toujours que il faut voir les choses de façon globale et il faut anticiper pour avoir une certaine maîtrise de son workflow. Donc toujours pareil, c'est un peu dans la même idée, la vision globale, c'est d'où je viens, où je vais, pourquoi je fais ça. Est-ce que si je fais mes images comme ça, le monteur il va être content si je bosse avec un monteur? Est-ce que réellement mon producteur me dit d'utiliser tel et tel réglage? Est-ce qu'il a raison? Est-ce que c'est utile pour le projet? Est-ce que c'est justifié? Voilà. Tournée utile, pensée montage. J'invite à tous les cadreurs qui n'ont jamais fait de montage de se mettre un jour derrière un logiciel de montage et de monter leurs propres images pour se rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas utiles ou qu'il manque des choses. Toujours penser global, se dire peut-être que si je fais une interview là, au montage, je vais avoir besoin d'un plan de coupe, je vais avoir besoin d'un plan de situation, un truc un peu large, pas passer ma vie à faire que des plans serrés, et ainsi de suite. Numéro 6, penser collaboratif. Souvent, on est quand même dans des métiers où on n'est pas tout seul, où on travaille en collaboration. Un film, c'est une œuvre collective. C'est un château de cartes assez fragile et s'il y a un moment, il y a un des techniciens qui ne fait pas bien son boulot, tout peut s'écrouler. Penser collaboratif, c'est-à-dire que le boulot de la maquilleuse est aussi important que le boulot du chef-op, que le boulot du régisseur qui va chercher le comédien le matin et ainsi de suite. On travaille en équipe.
Moi, j'appelle même ça la valeur ajoutée créative. Heureusement, il n'y a pas de taxe dessus. Accepter la critique. C'est toujours un... Comment dire? Je vais mettre celle d'après, je crois aussi. Non, ouais, planifier la... Accepter la critique, c'est justement parce qu'on est dans un processus de travail collaboratif. Il peut y avoir des bonnes ou des mauvaises critiques. C'est bien de savoir garder le focus sur ce qu'on a envie de raconter, mais c'est aussi souvent enrichissant d'accepter qu'il y ait quelqu'un qui nous dise ah ouais, ton film il est super, mais là je suis désolé, je suis au fond de mon fauteuil, je suis complètement étouffé, t'as pas fait un plan large. Donc voilà. Planifier et éviter l'urgence systématique, je ne développerai pas parce que je suis moi-même souvent dans l'urgence et je fais souvent les choses à l'arrache. Mais quand on peut et quand on arrive à prendre un peu le temps de faire les choses et d'anticiper un petit peu, c'est toujours bénéfique. C'est-à-dire que l'urgence, ça peut être sympa, mais ça ne marche pas tout le temps. Se dire, tiens, cette scène-là, si j'ai accroché ma caméra ici dans l'arbre, parce que derrière, ça va me donner telle vision de la scène, ou alors là, est-ce que je vais plutôt faire une caméra subjective ou non, plutôt si je faisais un travelling. Enfin bref, anticiper un petit peu les choses, savoir où est-ce que je vais me brancher, parce que je vais tourner pendant des heures et que j'ai peut-être pas pris assez de batterie, mais par contre j'ai un adaptateur secteur, mais j'ai oublié de prendre une rallonge, et qu'à l'endroit où je suis, est-ce que je vais... Enfin, voilà, anticiper, préparer vos tournages, c'est quelque chose qui est important, que ce soit d'un point de vue technique ou artistique. Donc c'est un peu antinomique avec le fait d'accepter la critique, mais garder le cap sur l'objectif final, c'est quand même vous êtes le capitaine, vous êtes le seul maître à bord après Dieu. Donc c'est votre film, enrichissez-vous de toutes les critiques, de toutes les subtilités, de tous les petits machins qui viennent à droite et à gauche, mais gardez le cap. Numéro 10, se faire plaisir. On est dans des métiers passion, on est dans des métiers où on est des privilégiés, on ne va pas à l'usine le matin, et il faut quand même garder à l'idée que c'est important de se faire plaisir. Si on ne prend pas de plaisir quand on est sur un tournage, quand on est au montage, quand on est en train de faire son film, il faut changer de métier. Voilà. Donc ça n'avait rien à voir avec le GH4, mais c'est des petits trucs que j'avais envie de vous dire. Ou tout à voir avec le GH4, je ne sais pas. Je fais une petite parenthèse sur le GH4 et la photographie, parce que le GH4 c'est aussi un appareil photo, on a parlé beaucoup de vidéos, et je vais vous montrer quelques petites photos qui sont faites au GH4. Donc là on est en projection HD, donc on ne voit pas toute la richesse, la subtilité, on n'a pas pu se brancher en 4K à la sortie de l'ordinateur. Donc ça c'est une photo qui a été shootée en RAW avec le GH4. Travailler sous Lightroom avec le 1235. Voilà, une photo que j'aime bien. Ça, c'est une autre photo en studio avec une amie, assistante caméra. Il y a plein de gens qui me disent « je suis déçu de la qualité photo du GH4 ou du GH3 ». Il suffit d'avoir des jolis modèles. Donc voilà, pareil, c'est une photo 1235 basique. Une autre image faite à Hong Kong avec un vieux caillou Leica qui a des flares assez bizarres, que j'aime beaucoup. Sur les contre-jours, il fait des trucs assez sympathiques. On peut s'amuser aussi à varier les formats avec le GH4. Ça, c'est une photo qui a été faite à 3200 ISO avec un 1235. Les ailes du papillon étaient sans arrêt en train de bouger, donc j'ai voulu privilégier une très haute vitesse d'obturation. Une autre image de nuit. J'aime bien faire des photos de nuit. Et j'aime bien, vous avez vu un petit time-lapse. Vous donnez une heure de début, une heure de fin. Vous vous dites que si vous voulez être en mode programme, en mode priorité ouverture, vous réglez tous vos paramètres. J'ai fait des tas de time-lapse comme ça, avec une ventouse sur la fenêtre d'un hôtel à Hong Kong, à Vegas ou chez ma mère. Et c'est un vrai plaisir d'utiliser cette fonction. Elle est très très bien pensée, très très bien foutue. Le truc qui est assez cool, c'est qu'une fois qu'on a fini le time-lapse, c'est-à-dire qu'on a dit qu'on voulait faire 1527 images,
quand il finit d'enregistrer ces 1527 images, il pose une petite question. Il dit, que voulez-vous faire avec ces images-là? Est-ce que vous voulez par exemple une petite vidéo? Oui, je veux bien une vidéo. Donc tu cliques sur oui, après tu dis, est-ce que vous voulez une vidéo 4K ou une vidéo HD? Oh, je vais me contenter d'une vidéo HD. Donc le process se fait derrière et vous génère un fichier vidéo. C'est quelque chose qui est assez classe. Donc ça, c'est une photo que j'aime bien. Je l'ai faite à Joshua Tree. C'est un Joshua Tree, n'est-ce pas? Je l'ai faite avec le 7-14, qui est l'objectif qui a le plus large champ de prise de vue possible et imaginable dans le monde de micro 4/3. C'est 1 minute de pause. On voit qu'il y a un petit filet sur les étoiles. Et en fait, il y avait vraiment 0 lumière. C'est du light painting. J'ai éclairé. J'ai sculpté la lumière avec juste la LED de mon smartphone. Alors, petit conseil, quand vous faites ce genre de photos de nuit, vous pouvez prendre un pied léger, mais je choisissais un pied léger qui a la possibilité d'accrocher par exemple votre sac en dessous. Ça le leste. Quand on voyage, on ne peut pas voyager avec un trépied super classe de chez Cartoni comme ça, mais on voyage avec un petit truc un peu plus léger et le fait de pouvoir juste accrocher du lest à l'intérieur, ça compense le fait que ce soit un pied léger. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, petite autre astuce intéressante. Quand on fait des photos de nuit, il faut savoir que juste le fait de déclencher, ça peut créer une petite vibration quand on est dans des basses vitesses d'obturation. Donc n'hésitez pas à utiliser le mode retardateur qu'on peut régler à 2 secondes ou à 10 secondes. Donc juste le truc, j'appuie sur le bouton et ça déclenche 2 secondes après. Le truc a fini de bouger à cause du fait que je le touche. Et voilà. Et il y a aussi le Wi-Fi qui est très utile en effet pour ce genre de truc. Tiens, je ne vous ai pas raconté la petite anecdote, la fin de mon film, de mon documentaire animalier avec ma famille. On est tous en groupe pour faire une photo et je me suis trompé en fait. J'ai essayé de déclencher la photo et j'ai appuyé sur le bouton vidéo. Donc j'arrêtais pas d'enregistrer des petites séquences comme ça. Et jusqu'au moment où je me suis rendu compte que sur le panneau de contrôle Wi-Fi, on peut vraiment tout faire. Donc j'appuyais juste pas sur mon bouton. Voilà. Dernière photo, peut-être pas la dernière, non, mais toujours en pose longue, toujours en light painting. Donc ça, c'est moi qu'on voit, on voit mes pieds, on devine un peu là qui fait des zigouigouis avec la torche de l'iPhone, et y compris tout ce qui est lumière à l'intérieur et en dessous du camion. C'est tout du light painting où je fais comme ça avec le... Voilà, c'est des petites expériences amusantes, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Pareil, pose longue sur un ponton au bord de la mer Rouge. Là, c'est encore des 30 secondes de pause, quelque chose comme ça. C'était la fameuse nuit où il y a eu une lune, où la lune était si proche de la Terre, là, ça faisait un éclairage assez dingo. Et c'est une photo qui est... voilà, là, on ne voit pas bien parce qu'il y a de la lumière parasite, mais j'ai fait des jolis tirages dans des formats assez grands. C'est super classe, quoi. Voilà, ça c'est la même image que... C'est un JPEG issu du film que vous avez vu. Je devais vous parler aussi de la concurrence, des grosses caméras ou des moins grosses caméras. De l'Alpha 7, je l'ai fait un petit peu au cours de... C'est un très bon boîtier l'Alpha 7. Après, il a sa spécificité qui fait qu'il est très doué en termes de sensibilité, c'est vraiment un surdoué. Mais par contre, il y a beaucoup de choses qui me dérangent au niveau ergonomie. Voilà, ça c'est d'autres caméras assez improbables. Vous avez justement la Aton Penelope et des caméras qui utilisent le format Cinema DNG de chez Adobe. La petite Digital Bolex, dont je reparlerai, je pense, assez bientôt. C'est un produit complètement atypique qui a été inventé par des azous californiens qui ont été demandés le droit d'utiliser la marque Bolex et qui font une caméra Super 16 numérique qui est complètement en rupture avec ce qui se fait actuellement. C'est un capteur Kodak qui n'est pas un CMOS mais un CCD. Ça n'enregistre que du RAW. Et l'image est assez sympathique. Je voulais aussi rentrer dans les détails sur des choses beaucoup plus compliquées. Qu'est-ce que c'est qu'un DAT? Qu'est-ce que c'est qu'un workflow un peu compliqué? Mais je vais enchaîner sur d'autres petites choses avant qu'on se quitte, parce que c'est bientôt l'heure. C'est des petites astuces de choses que j'aime utiliser, notamment quand je fais du clip. Ça, c'est un clap électronique qui existe sur iPad. Ça s'appelle Movie Slate. Ça vaut pas très cher. C'est vraiment un logiciel que je vous conseille parce qu'il est capable de générer des rapports de script très
élaborés. Et il permet aussi de générer un timecode qu'on peut enregistrer via un petit boîtier récepteur sur la piste audio. Et on peut l'utiliser aussi, par exemple, quand on fait du clip, pour avoir le timecode et le morceau, la chanson, chargée sur l'iPad. Donc on sort en mini jack sur une enceinte amplifiée. Et à chaque fois, c'est un peu chiant à gérer un playback sur un clip. On peut générer ce truc-là avec le timecode, qui tourne sur la piste audio. C'est un truc, c'est tout con, il fallait y penser. J'adore, ça s'appelle Movislate. Autre petite application qui existe aussi, c'est un chercheur de chant, ça s'appelle Artemis Viewfinder. C'est assez intéressant pour quand on est plus en mode fiction qu'en mode reportage, certes. Autre logiciel que je vous conseille, qui existe depuis des lustres, qui existait sur Palm et qui existe aussi maintenant sur iOS, et je ne sais pas s'il existe encore sur Android. Ça s'appelle Picam. C'est un logiciel qui permet de choisir la bonne focale par rapport à la distance entre son sujet et la caméra, qui permet de déterminer la profondeur de champ, savoir dans quelle zone vont être nets les sujets en fonction de la focale, de l'ouverture et tout un tas de paramètres. De régler aussi un vidéoprojecteur, on peut faire plein de choses avec ce logiciel. C'est un petit peu cher, mais ça vaut vraiment le coup. Plus pour la post-prod, mais aussi pour savoir combien de disques durs j'emmène pour mon tournage, pour stocker mes rushs. MPC DataCalc. MPC, c'est la fameuse boîte qui fait des effets spéciaux magnifiques, qui existe aux quatre coins de la planète. Ils ont sorti ce petit logiciel qui permet de rentrer quelle caméra j'utilise, dans quel codec, dans quelle résolution, dans quel framerate. Je vais tourner à peu près 50 heures. Qu'est-ce qu'il me faut comme espace disque pour assurer mes backups? Voilà. Je fais une petite parenthèse, dernière parenthèse sur les backups. Vous savez que la règle de base, c'est de faire des doubles backups. On enregistre sur 2 disques durs ces données. Mais l'autre truc important, c'est de séparer physiquement ces disques durs. Quand on voyage, même quand on est tout seul, il y a toujours moyen de séparer à un moment ces données. Vos images, elles sont précieuses, que ce soit pour vous, vos petites histoires perso ou si vous avez un client qui vous les commande. N'hésitez pas à justement séparer physiquement les 2 disques durs. J'ai une petite anecdote qui est absolument dramatique, qui est arrivée cet été à une équipe de tournage en Belgique, et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit belge. Il y a une équipe qui a tourné un moyen métrage début de l'été, 10 jours de tournage, magnifique, comédien super, l'image est magnifique, il a fait super beau, tout le monde est content, le son est merveilleux, et fête de fin de tournage, tout le monde est content, ravi, exceptionnel, ils ont bien fait leur travail, ils ont fait 2 backups. Les 2 disques durs sont dans le coffre d'une voiture, la voiture a été volée pendant la fête de fin de tournage. Imaginez le traumatisme global de ces 50 personnes qui étaient sur ce film. Voilà, donc backup, backup, backup. J'ai plein d'autres trucs à vous raconter, mais on manque de temps. Bah, merci à tous d'être venus. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me solliciter via le blog, à réagir. N'hésitez pas à remplir le petit formulaire aussi pour Panasonic, pour l'histoire du Vlog et autres suggestions. Et à bientôt. Merci encore.